Catherine Genesti, qui est médecin anatomopathologiste et qui va nous parler de la place de l'extemporané. Pareil, hein. On a vu avec Christophe, et c'est pour ça qu'on est un petit peu démoralisé, hein, je le sens bien dans la salle, que la place de la chirurgie radicale commence à être contrebalancée, parce que ce qui est important, c'est qu'on soit utile, hein, aux patientes et aux patients. Et maintenant, on va voir avec Catherine la place de l'extempo, relation très importante avec le chirurgien. Bonjour, je vous remercie d'avoir... Tu as 4 minutes. J'ai 4 minutes, ça va aller, parce que vous avez compris, il n'y a plus de chirurgie gynéco, donc il n'y aura plus d'extempo non plus. Donc voilà, donc mon topo va être très rapide. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir gardé une place pour l'examen extemporané et l'anatomie pathologie. Avant de démarrer mon topo, c'est quel est l'objectif de l'examen extemporané? Comme vous savez tous, c'est quand même modifier la stratégie thérapeutique quand vous opérez. Et l'urgence, c'est pour nous, on considère que c'est un prélèvement urgent à prendre en charge rapidement et vous donner une réponse. Alors, la prise en charge technique d'une pièce opératoire au sein d'un laboratoire. C'est-à-dire que nous, le problématique, ça va être l'acheminement jusqu'au laboratoire. La deuxième, ça va être notre enregistrement. Le troisième, c'est la macroscopie, parce qu'on va faire une réception de pièces. On va faire l'examen extemporané, et après, on a de plus en plus de préanalytiques pour les protocoles, et il faut une traçabilité. Donc on va essayer quand même, avant de parler de l'indication des examens extemporanés, qui sera quand même dépendant de l'organe, on va essayer de voir ce cheminement selon là où vous travaillez ou pas. Donc l'enregistrement d'un extemporané, il faut un bon. Mais c'est peut-être basique, mais il faut que vous êtes en train d'opérer, vous ne voyez pas ce que vous faites, il faut un bon. Il faut une identification de la patiente, il faut que vous vous identifiez, il faut marquer maintenant l'heure du prélèvement, pourquoi est-ce qu'il y a le temps d'ischémie froide. Vous savez, pour tout ce qui est préanalytique, on nous demande de faire des temps d'ischémie. Il faut qu'on nous prévienne, il faut l'identification des prélèvements, une concordance évidemment entre le prélèvement où vous voulez l'extempo et aussi le pot, parce que sinon ça ne marchera pas, et en rouge, bien en rouge, qu'on sache qu'il y a une demande d'examen extemporané, que vous savez, prélèvement communiqué, quelle est la biopsie ou la pièce, et l'examen extemporané. Alors, pardon, on va faire une macroscopie, parce que comme on vous a proposé Christophe, c'est que souvent il y a des traitements maintenant qui vont être en monobloc, et avant de faire un examen extemporané, avant de détruire complètement la pièce que vous n'avez pas du tout détruit au bloc opératoire, évidemment, avant de nous l'adresser, on va faire une description. Et on va sélectionner un prélèvement pour l'examen extemporané. On va ancrer, on va faire des photos. Maintenant, on est tous numériques et on fait des photos. Et on va faire tout ce prélèvement préanalytique. Donc là, c'est un exemple de macroscopie à l'IGR. Donc là, on nous adresse sur des lièges, les prélèvements, où on nous oriente sur le liège. Et nous, pour garder la traçabilité, eh ben, on va, avant d'ouvrir la pièce, ancré en jaune, en rouge, et ça date de Madame Contessot. Donc voilà, pour Monsieur Lasserre. Ça n'a pas changé, je vous rassure, ça n'a pas changé. Et on fait maintenant aussi des photos. Ce qu'on a rajouté, c'est pour les pièces complexes de digestif, des monoblocs qu'on reçoit par les chirurgiens digestifs ou gynécologie. Maintenant, on fait des photos avant de prélever, pour même déjà, après, en communication, qu'on puisse, en RCP, discuter les orientations et les limites. Après, on va faire l'examen extemporané. Alors peut-être, c'est peut-être basique, mais sachez, est-ce que vous savez déjà ce que c'est un cryostat? Je ne sais pas si vous êtes venu déjà dans un laboratoire d'anapathe. Donc ce cryostat, c'est une machine. Et donc c'est une machine qui va permettre de faire une congélation rapide. C'est-à-dire qu'on va prendre un prélèvement, on va le mettre sur un plot, et après on va le couper qui est là. Là, donc, pour vous faire voir. Donc ça, c'est un plot, donc on met le prélèvement, on met l'azote, on congèle, mais on congèle bien sûr en 5 minutes. On le met après sur le support du cryostat. On va couper. On va colorer en 1 minute. Et voilà la lame colorée. Donc vous voyez, le temps de l'extemporané, nous en technique, est très rapide. Mais il faut savoir que ce temps, ce n'est pas du tout le temps habituel d'une pièce opératoire. On fait des prélèvements, on fixe, on a une meilleure coloration et une meilleure vision. Et vous allez avoir la lecture du pathologiste. Donc j'ai mis Monsieur Jacques Bosque, qui était ancien chef de service, qui va lire. Mais ça peut être difficile. Et ils peuvent être deux pour donner une réponse. Donc là, j'ai voulu vous faire voir le temps qui était nécessaire dans un laboratoire d'anapathe entre la réception du prélèvement et
le cryostat et le temps de lecture. Donc c'est déjà un temps. Mais le problème de tout ça, c'est quand même l'acheminement pour l'examen extemporané. Et je pense que vous travaillez tous dans des structures différentes, et l'acheminement peut être différent. Et la deuxième problématique qu'il va y avoir à l'examen extemporané, ça va être la réponse. À qui on va donner cette réponse d'examen extemporané? Alors, l'acheminement, la communication, là j'ai mis tout bien écrit, ce qu'il ne faut pas faire normalement dans les topos, mais je pense que la communication entre un laboratoire de pathologie morphologie et un bloc opératoire dépend en premier lieu de la distance que vous avez entre le bloc opératoire et le laboratoire. Et il faut l'optimiser vraiment pour l'examen extemporané. Parce que le but, c'est le changement de stratégie que vous allez avoir en paire opératoire. Donc il faut vraiment optimiser. L'implantation idéale, c'est que vous êtes dans votre intervention bloc opératoire et juste à côté, vous avez un SAS avec votre anapathe ou l'anapathe avec qui vous travaillez, qui est juste à côté et qui va pouvoir communiquer avec vous sur les marges, sur l'indication de l'extemporané. Mais après, vous avez le cas si le laboratoire est dans la même structure. Et donc là, c'est installé des boulisteries ou des monts de charge. Je ne sais pas si vous connaissez. Le deuxième, c'est l'en dehors de l'hôpital. Même nous, moi, j'ai travaillé à la Pitié avant de travailler à Gustave Roussy, et on était dans un hôpital pavillonnaire. Donc, du coup, vous aviez l'anapathe et les blocs opératoires qui étaient à l'extrémité. Donc, c'était la communication, comment on amène le prélèvement jusqu'au laboratoire. Et après, c'est en dehors avec des cliniques et des anapathes qui sont à distance. Et là vient le problème, où on est de moins en moins en anapathe, où en fin de compte, vous avez des fusions des services entre eux, et donc du coup, l'anapathe sera même plus présent, et on va mettre en place, en fin de compte, de la pathologie digitale dans ces laboratoires dits antennes d'extemporané. Donc là, il n'y aura plus qu'un technicien sur place qui vous fera la coupe et qui va digitaliser la lame et l'envoyer au médecin pathologiste qui, lui, restera dans le laboratoire. Et l'exemple qu'on a sur Paris, c'est KB et Clamart. Ou à Clamart, il n'y a plus du tout d'anapathe, mais il reste une antenne avec une pathologie digitale qui s'est mise en place. Voilà, c'est une solution alternative. Donc, pour vous faire voir quand même ce que c'est la boulisterie, c'est ça. Je ne sais pas si dans certains hôpitaux ça existe, où vous mettez en fait compte dans une sorte de boudin, vous faites une hyperpression et ça arrive au labo d'anapathe. Donc, vous imaginez, quand on a commencé à faire ça à la Pitié, que ça se bloquait. Que vous avez les pneumatiques, ça se bloquait dans le pneumatique. Donc, du coup, le chirurgien qui était à la Pitié, c'était des chirurgiens assez toniques, qui étaient au bout du fil en disant, mais quoi? Voilà, au bout du tuyau, et qui disait, et mon extempo, mon extempo, il est resté coincé, et je suis désolée, on ne peut pas la faire. Après, vous avez maintenant le monte-charge, qui est moi, ce que j'ai maintenant à l'IGR, c'est vous mettez dans un monte-charge, parce que le bloc opératoire est en dessous, et nous, on est au-dessus, donc il y a un monte-charge. Mais on a un risque aussi de se coincer, donc du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un au début et à la fin. Alors, il y avait aussi, je l'ai mis, quand j'ai commencé il y a longtemps à l'IGR, c'est qu'il y avait un système de caméra. Et ça, c'était génial. C'est-à-dire que vous aviez la caméra dans le labo d'anapathe et la caméra qui était au bloc opératoire. Et on pouvait discuter et c'était vraiment fabuleux. Alors maintenant, comment vous prévenez l'extemporané? Il faut, voilà, comment prévenir? L'idéal, c'est un téléphone. Vous téléphonez au technicien, au médecin, vous êtes chirurgien ou c'est votre penseuse qui va dire, attention, il y a un examen extemporané, allez-y. Ce serait simple, maintenant, c'est plus ça. Il y a l'accréditation et chaque prélèvement qui vont arriver acheminé jusqu'au laboratoire d'anapathe, soit par le bouliste, le monte-charge, le garçon, l'aide-soignant qui va aller au bloc, et ça va aller dans un centre de tri, où là, on va refaire une traçabilité. Donc, du coup, vous avez vu le temps d'extempo, il existe, mais le temps de cheminement, il existe aussi. Donc, c'est compliqué. Donc, en plus, quand il y en a 4 ou 5 qui arrivent en même temps, ça peut être compliqué. Maintenant, la réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une réponse orale la plus fréquente. Alors, la réponse par interphone. Le risque, les anesthésies changent. Maintenant, il y a beaucoup d'hypnose. Donc, le patient, il est réveillé. Donc, du coup, vous imaginez en interphone dire « Attention, c'est malin ou pas ». Voyez. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut vraiment savoir comment ça se passe.
Alors après, par le téléphone, bah, le problème, c'est que vous avez quelqu'un au bloc opératoire. Vous pouvez, en tant que chirurgien, pas prendre le téléphone puisque vous avez vos gants, etc. Et on ne sait pas à qui on donne on donne la réponse. Donc je pense que pour cette traçabilité, il faut vraiment dire le nom du patient, à qui on répond et qui, en tant que médecin, qu'on répond. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment une communication et ça, c'est une obligation maintenant, actuellement. Et dans le monde idéal, il faut une réponse écrite. Et l'accréditation, la traçabilité nous tend à nous demander de faire une réponse écrite obligatoire le plus vite possible. Et ce compte-rendu peut être soit papier, soit sous forme informatique. Et vous, ce qui vous permet en tant que chirurgien d'avoir médico-légal un papier pour être sûr qu'on vous a bien déjà transmis la bonne réponse par rapport à votre penseuse, et que médico-légal, vous avez quelque chose qui peut expliquer la stratégie thérapeutique que vous avez eue différemment. Et voilà, incompréhension, mais tout ça, c'est une limite. Tout dépend où vous travaillez. Si vous travaillez dans une clinique, dans un centre anticancéreux, à la dans des hôpitaux universitaires, tout dépend où vous travaillez et la faisabilité n'est pas la même. Mais on tend sur une traçabilité et on tend quand même vers une accréditation. Alors, maintenant, ce que vous attendez tous, c'est la place d'examen extemporané pour le problème utilité. Quelle est la place de l'examen extemporané en stratégie ? Eh bien, c'est difficile, c'est difficile. C'est qu'il faut garder quand même que l'examen extemporané va avoir une utilité lorsque vous allez opérer et que ça modifie la stratégie thérapeutique. Il faut savoir aussi donc l'organisation qu'on vous a dit et l'échantillonnage. C'est-à-dire que entre une tumeur qui va faire 15 cm que vous avez dans le péritoine et une biopsie qu'on va nous adresser en nous disant est-ce que c'est bénin et malin, on peut se tromper. Vous êtes d'accord ? Après, je vous ai fait voir au départ la technique. Ben, c'est une technique qui est dégradée quand même. En l'espace d'un quart d'heure, on va vous faire des lames et on va vous donner une réponse qu'on fait en général 24-48 heures. Et la réponse qu'il faut attendre, la réponse qu'il faut attendre, c'est bénin, malin, et pas aller au-delà. Avoir la compréhension de dire j'attends une histologie définitive parce que je ne sais pas répondre. Et quand on ne sait pas répondre, c'est qu'on ne sait pas répondre. Vous voyez, et que je pense qu'il faut vraiment avoir une entente, une discussion avec le chirurgien en disant peut-être c'est malin, mais je ne peux pas le dire. Et attendons, faisons une réponse différée et attendons la suite. Et après les marges, comme vous a dit tout à l'heure Christophe. Alors pour les marges, c'était très difficile de faire le topo, le place d'examen extemporané selon la spécialité, parce que c'est très vague et ça peut toucher tout. Donc j'ai pris le sein en disant, voilà, maintenant, la microbiopsie, vous l'avez avant l'intervention d'une tumorectomie, et la question, ça va être les marges. Donc du coup, vous nous l'envoyez en examen extemporané. Nous, on va repérer en macroscopie. Pardon, excusez-moi. On va repérer la lésion tumorale et on va mesurer cette distance. Mais est-ce que ça va exister encore très longtemps ? Parce que je vais prendre le ton de Christophe en disant, est-ce que ça va exister longtemps avec tout ce qui est fluorescence ? Vous voyez, il y a plein de techniques qui arrivent de fluorescence qui essayent, même vous au bloc opératoire, de repérer la distance et les marges. Le deuxième, le ganglion sentinelle que vous avez abordé, Christophe. C'est indiqué maintenant dans de nombreuses pathologies. Le sein, la gynécologie, l'ORL, le mélanome dans le cutané ou même au niveau de la vulve. Les cancers vulvaires, mélanome. Alors le but de ganglion sentinelle, il faut le garder quand même en tête, c'est l'ulstratification du ganglion pris comme ganglion sentinelle. D'accord ? C'est pas avoir une réponse rapide au cours de l'extemporané. Alors l'examen extemporané, est-ce qu'il a lieu dans tous les ganglions sentinelles ? Eh bien non. C'est spécifique de l'organe. Et actuellement, spécifique de l'organe que je vais reprendre après, si je prends le sein, est-ce qu'on fait maintenant des examens extemporanés ganglion sentinelle ? Eh bien non, c'est fini. On a arrêté de faire des extempos dans le ganglion sentinelle dans le sein. Le mélanome, on ne fait pas d'examen extemporané du ganglion sentinelle. En gynécologie, eh ben voilà, pour le col, on va en faire dans le cadre de protocole Santicol. Par contre, dans l'endomètre, on n'en fait pas. Donc vous voyez, et l'ORL aussi, on en fait. Donc c'est très vague. Donc le nombre dans le sein, c'était 5. Moi, ce que je dis, c'est qu'un ganglion sentinelle, si vous le voulez en ultra-stadification, comme vous avez vu qu'en cryostat, je l'abîme complètement. S'il est gras, s'il est petit, il ne faut pas faire en cryostat. Vous allez perdre l'information du ganglion sentinelle que vous désirez en ultra-stadification. Bon, les méthodologies, ça c'était avant le bleu que j'avais à la Pitié.
Ça, c'est un exemple d'ORL où là, c'est des ganglions métastatiques, vous voyez, où là, on voit la métastase, clairement. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est un examen rapide. Et en HES, vous allez avoir, ça c'est un tissu ganglionnaire où j'ai pas de métastase. Et là, je vais avoir la métastase qui tranche avec mon tissu ganglionnaire à côté. Problème, et mes métastases, est-ce que je vais les voir en extempo? Vous avez une chance sur deux que ça disparaisse. Parce que vu que je vais entamer mon ganglion, mes micrométastases vont disparaître. Donc du coup, même dire en examen extemporané micrométastase est difficile, parce que vous avez un plan uniquement, et si vous continuez un peu plus en ganglion, peut apparaître une métastase encore plus grande. Donc du coup, même la notion de dire micrométastase en extemporané, je pense, à mon avis, n'a pas d'intérêt non plus, parce qu'on peut se tromper. Donc l'indication, après, donc voilà, j'ai fini, parce que je vois Jean-Marc. Alors, indication d'examen extemporané, bah, c'est selon la spécialité. Franchement, c'est selon la spécialité. Et si je reprends le topo de Christophe, qui est la chirurgie de monobloc, eh ben, que ce soit l'ORL, les sarcomes, les digestifs, bah, les limites. Est-ce que les limites, quand on enlève un sarcome, on peut le faire en extempo? Non. C'est-à-dire soit, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va nous orienter par un fil en nous disant est-ce que c'est positif ou pas. Mais on n'ira pas plus loin. Après, pour la dermato, je suis revenu à l'IGR, c'est le basocellulaire. On fait toutes les limites. Mais c'est un intérêt sur la face pour la chirurgie. Digestif, le pancréas, l'œsophage. La gynécologie, dans l'ovaire, comme vous dit Christophe, il faut des pathologistes qui ont l'habitude, qui sont spécialisés. Mais c'est une histologie qui est difficile. On pourra dire bénin malin, mais le type, on aura du mal. J'ai vu qu'il y avait un topo sur la stratégie au niveau des blocs opératoires. Dans cette stratégie, il faut le savoir, parce que si vous faites une cellio pour savoir le type histologique et que vous ne pouvez pas faire la suite, ça n'a pas d'intérêt de faire une extemporanée. Il faut mieux attendre et avoir une histo complètement confortable. Et ma dernière diapositive. Et voilà, ils ne veulent pas ma conclusion. Voilà. Donc la conclusion de l'examen extemporané, la place de l'examen extemporané, elle est encore présente. Les indications diminuent de plus en plus par de nouvelles apports. Pour les marges, la fluorescence. Les ganglions sentinelles, on va arriver peut-être tous comme le sein en disant il ne faut pas les examiner en extemporané parce qu'on va perdre de l'information et que ça peut-être même pas d'intérêt dans la thérapeutique. Donc du coup, il faut garder que c'est un examen difficile et que ça, vraiment, le but, c'est de modifier la stratégie thérapeutique. Voilà. J'espère que je vous ai... Voilà. Merci Catherine. Est-ce que vous avez des questions? Tu as 14 secondes. Voilà, je suis allé vite. Hein, non, Catherine, je vous félicitez, mais on est complètement, on ne va pas revenir sur des... Je voudrais juste revenir sur le mot extemporané. Et si vous voulez, en dehors du harcèlement qu'il peut y avoir entre la napate et le chirurgien... Non, mais je veux dire, ce qui me paraît très important, c'est pas l'extemporané. C'est la consultation anatomopathologique préopératoire. Moi, j'étais très surpris dans les blocs aux États-Unis, ailleurs, parfois en France, ça dépend des blocs, qu'on puisse se parler et regarder la pièce. Ah ben, ça, je suis d'accord. Oui, donc si vous voulez, les visios, moi, ils me font rire. Parce nous, on est expérimentateurs pour Saint-Antoine, on nous envoie des... C'est pas ça le but, c'est de... Non, je suis d'accord. Jean-Marc dira la même chose, Pommel, sûrement une pièce complexe, si on n'a pas une relation avec son anapathe pour expliquer, parce que c'est joli de mettre des fils. Donc je trouve, si vous voulez, pour moi, c'est une consultation anatomopathologique préopératoire. Ça, c'est génial, et c'est ce qui fait peut-être la spécificité dans les centres, qui sont des centres de recours et complexes, par rapport à une technique où on fait venir, vous le savez bien dans les cliniques, je ne veux pas faire où il y a le type à qui on donne un microscope pour s'asseoir sur une paillasse au bloc opératoire. C'est une fausse prudence carcinologique. C'est vraiment une chose sur laquelle je voudrais insister. Cette relation est très très importante. Voilà. Alors, moi, je travaille maintenant avec Gustave aussi, mais à l'épicier, j'avais la même entente avec les chirurgiens. C'est que quand la pièce est complexe, je vois le chirurgien arriver avec sa pièce. Et il me dit, voilà, Catherine, je ne sais pas, on fait plus de gynéco. Ils me disent, voilà, ça, je ne suis pas sûre. Est-ce que tu peux me dire si je n'ai pas touché la vessie? Est-ce qu'il faut que je refasse des recoupes? Et cette interaction, elle est super. Et j'avoue qu'elle est super. Mais là, j'ai voulu, en fait, contraster la problématique que travailler dans un centre anticancéreux, j'ai fait ce choix et j'en suis ravie. Mais plein d'attitudes, les gens travaillent en clinique et c'est compliqué, et que le cheminement est compliqué pour beaucoup de blocs opératoires où de faire l'extempo, voilà, est compliqué.